Tates, Mames streben, sehr Kinder euch zu geben, weil das ist die größte Freiheit. Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Heint, l'émission bimensuelle de la Maison de la Culture Yiddish sur RCJ. Au micro ce soir, moi, Shahar Feinberg. J'ai le plaisir d'avoir avec moi le directeur de la Maison de la Culture Yiddish, Tal Hever-Chibowski. Bonsoir Tal. Bonsoir Shahar. Alors on est là à la fin de cette année scolaire 2022 pour évoquer la reprise du spectacle Jacob Jacobson, spectacle de théâtre mis en scène par Tal Hever, qui va reprendre à la fin du mois de juin, le 22 juin. 22 juin à l'Espace Rachi, n'est-ce pas? L'Espace Rachi, au sein du Festival des cultures juives. C'est une coproduction avec le FSJU et la Maison de la Culture Yiddish. Et tout à fait. Et c'est la reprise. Nous avons joué et nous avons commencé... La première de la pièce était en octobre 2021. Et là, c'est la reprise. 21? Oui. Octobre 21. Et là, c'est la reprise en juin 22. Donc, une année plus tard, et une année difficile pour tout le monde, la reprise des affaires, comme d'habitude, les affaires culturelles, les affaires personnelles, et Jacob Jacobson qui reprend donc, mais aussi à la suite d'une guerre. La guerre qui éclate, et c'est une pièce qui parle d'une guerre, n'est-ce pas? Oui. Alors, d'abord, peut-être, avant de parler de cette reprise du spectacle, peut-être on peut évoquer la pièce en elle-même. Oui, de quoi s'agit-il? Alors, cette pièce a été écrite en 1930 par Aaron Zeitlin, l'un des plus grands poètes de la littérature yiddish, un poète, un dramaturge, aussi un essayiste, un penseur yiddish, un fils d'un grand penseur et théologien et philosophe, Hillel Zeitlin, peut-être un des intellectuels les plus importants de la culture yiddish à Varsovie entre les deux guerres. Alors là, c'est le fils, Aaron Zeitlin, qui est poète, et à la fois en langue yiddish, mais aussi en langue hébraïque, qui a écrit en 1930 la pièce Jacob Jacobson, et là où il habitait à Varsovie à l'époque. Et c'est une pièce, très longue pièce, là j'ai dû un peu raccourcir pour la présentation. C'est une pièce qui raconte la fin du monde. Premier acte, la guerre éclate, et tout le monde dans la société, toutes les classes se mobilisent pour la guerre, les riches comme les pauvres, les industriels, comme les classes militaires bien sûr, même le poète, et se mobilise pour la guerre. Et la seule personne qui ne veut pas participer à la guerre et qui ne veut pas participer à la logique de la guerre, c'est le juif. Jacob Jacobson, avec ce mot tellement juif, Jacob, le fils de Jacob, qui reproche, qui fait un reproche à ses co-humains, et en disant que voilà, la guerre, c'est la folie. Il faut arrêter ça, il faut se protéger, il faut arrêter la guerre, ça sera la fin du monde. Et voilà, c'est encore une fois une pièce qui a été écrite en 1930 qui envisage la Deuxième Guerre mondiale. Là, c'est très important. On dit la Deuxième Guerre mondiale, die Zweite Weltmilchome. Mais la Deuxième Guerre mondiale est une fonction prophétique de cette pièce. C'est pas une guerre qui... Voilà, c'est une guerre qui va éclater 9 ans plus tard. Mais dans la vision de Zeitlin, de l'écrivain, la Deuxième Guerre mondiale sera aussi la dernière guerre. Ça sera la fin du monde. Et ainsi, à la fin du premier acte, le monde est détruit. Et en fait, on peut dire que c'est une pièce apocalyptique. Il faut dire tout de suite que c'est une comédie, peut-être une comédie grotesque et aussi un peu pessimiste, mais c'est une comédie néanmoins. Et la pièce commence par la fin du monde et la reprise. C'est comme notre reprise, alors c'est aussi la reprise du monde. C'est une répétition. Et finalement, on va recréer le paradis. On va recréer le monde. Et Jacob Jacobson, le dernier homme, le seul survivant de la Terre, sera
sollicité de devenir le nouvel Adam. Et voilà, s'il accepte ou pas, il faut aller voir la pièce. Le 22 juin 2022. Et Tal Rebber-Ribowski, comment vous avez décidé d'adapter cette pièce pour le théâtre contemporain? Comment vous êtes arrivé de choisir une pièce, une telle pièce d'un écrivain en plus qui n'est pas très connu en tant que dramaturge, en tout cas pas par le public yiddishophone généralement, n'est-ce pas? C'est plutôt En yiddish, quand même, il est connu comme un dramaturge. Il est peut-être peu connu en France parce que la littérature yiddish, de manière générale, est peu connue en France. Mais quand même, il avait une carrière de dramaturge assez importante. Alors, l'histoire, il faut peut-être commencer en évoquant la troupe de théâtre, le Traumtheater, qui a été fondé en 2001 par Charlotte Messer au sein de la Maison de la Culture Yiddish, qui a été menée par Charlotte Messer pendant des années. Et après sa retraite, et nous avons eu une petite période où Amos Oren, un autre metteur en scène, a mis en scène 2 pièces avec cette troupe. Et là, quand il a quitté Paris, c'est moi qui a repris la mise en scène de cette troupe. Et voilà, pour moi, c'était très étrange de devenir metteur en scène. Je viens du théâtre, je viens du monde du théâtre, je fais l'école de comédie à Jérusalem. Mais ce qui m'intéressait toujours, c'était l'improvisation théâtrale. Et pour moi, les pièces, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que, voilà, j'ai jamais mis en scène une pièce avant. Et là, pour la première fois, j'ai décidé de le faire. Et c'était un très long travail, de 3 ans aussi, à cause de Covid. Ou grâce au Covid, nous avons eu vraiment beaucoup de temps de travailler cette pièce. Et c'était censé être un travail sur 2 années déjà, mais là, on a ajouté un an à cause de la crise sanitaire. Et moi, j'ai découvert cette pièce dans un cours de yiddish, cours de littérature yiddish proposé par Yitzhak Niborski à la Maison de la Culture Yiddish quand je suis venu comme étudiant. Et je pense que c'était 2013. J'étais très étonné par la modernité, par la joie, la comédie de cette pièce. Et on a lu seulement le dernier acte qui se déroule en paradis, où le serpent essaie de séduire Ève. Et c'était tellement drôle, tellement intéressant que je me suis dit, voilà, si je vais faire maintenant une pièce en yiddish, ça sera cette pièce-là. Je l'ai relue plusieurs fois et je me suis dit, c'est une pièce qui est à la fois très adaptée pour la scène, très pertinente, et on va peut-être en parler, parce que là, elle est encore plus pertinente. Très pertinente à nos temps, et aussi c'est une pièce qui peut montrer au public que la littérature yiddish, c'est pas seulement le shtetl, c'est pas seulement les blagues juives, c'est pas seulement tous les clichés qu'on peut penser, mais voilà, c'est de la littérature mondiale. La littérature yiddish, c'est une littérature de très haut niveau avec des idées philosophiques assez profondes et aussi un style et une expression artistique extraordinaire. Alors, il faut vraiment dire que c'est la pièce en soi est extraordinaire, très drôle, mais aussi très profonde. Et là, j'ai eu aussi la grande chance, pas seulement d'avoir cette troupe formidable, avec 12 acteurs, et vraiment, ils sont amateurs, mais amateurs très éclairés, mais aussi j'ai eu la grande chance d'avoir la musique, c'est-à-dire la composition originale de Nicolas Dupin, qui a déjà composé pour cette troupe, mais là, il a fait une composition, à mon avis, sans égale, et extraordinaire, une composition. Et toi, Shachar, je pense qu'on peut se tutoyer si ça ne te dérange pas. Et toi, Shachar, tu as fait toute une émission derrière les coulisses du Traumtheater où tu as déjà fait une sorte de teaser pour la pièce et tu as montré la musique. Je pense que nos éditeurs peuvent retrouver cet épisode et écouter la musique. Tout à fait, vous êtes invité à retrouver cet épisode, mais aussi pour les auditeurs qui auraient peut-être déjà vu le spectacle, je voulais te demander, puisqu'on se tutoie maintenant, te
te demander qu'est-ce qui a changé entre la dernière représentation et celle-ci. Est-ce que, parce qu'il y en aura parmi nos auditeurs, peut-être quelques-uns qui ont déjà vu la pièce, Ouais. est-ce que ça vaut le coup de revenir encore une fois? Est-ce que, notamment la guerre qui a éclaté, est-ce que ça a fait repenser des éléments, des idées, le message derrière même? Je ne sais pas. Oui, je pense pas que le message a changé. Je pense que les messages de la pièce telle qu'elle était représentée en octobre 2021 vont rester le même, mais le contexte change tout, ça c'est sûr. Et on peut en parler un peu plus profondément, mais pour répondre brièvement à la question est-ce que ça vaut la peine, je pense que c'est une question à poser pour soi-même. C'est-à-dire, il y a des gens qui apprécient avoir des pièces plusieurs fois pour voir le développement. Je pense qu'on aura un bel développement. Et il y a des gens qui préfèrent de voir une fois, et c'est tout à fait normal. Je pense que c'est la personne, et voilà, c'est aux spectateurs de décider pour eux. Et je ne veux pas faire et Dommage, j'espérais que tu allais dire oui, il faut venir, Oui, bien sûr. bien sûr qu'il faut venir, mais surtout, moi, mon intérêt, c'est que les gens qui n'ont pas encore vu la pièce vont venir. Les gens qui ont déjà vu la pièce, je pense que ça sera aussi très intéressant pour eux. Mais voilà, et on aura aussi une... Alors, la reprise, là, c'est le 22 juin. J'espère qu'il restera des billets. Et il reste encore des billets, mais on verra si tout le monde va pouvoir acheter des billets. Mais nous avons aussi la re-reprise dans le théâtre L'Opprimé en février 2023. Et D'accord. le 7, 8 et 9 février, on aura 3 représentations. Parce qu'il faut signaler également que lors de la première représentation qui a duré une semaine entière, 5 jours, 5 jours. tous les soirs étaient complets. Tous les soirs étaient complets. Je crois aussi que cette représentation sera complète à l'espace Rachi. Mais maintenant, j'aimerais répondre à la question de ce qui s'est changé. Alors, il y a des choses techniques, il faut le dire. Et à l'espace, à la scène de théâtre L'Opprimé, et la scène était très bien adaptée pour la pièce, mais très belle scène. J'ai adoré travailler là-bas. Mais là, en Centrachi, on aura une scène beaucoup plus classique qui, en fait, aussi plus, disons, naturelle pour la pièce. Et on a remarqué, par exemple, qu'il y a dans la pièce un jeu entre le haut et le bas, entre la haute société et la basse société, et la bourgeoisie et les travailleurs, etc. Et c'est quelque chose qui était très difficile à rendre au théâtre de l'Opprimé. Et là, et dans le théâtre, dans la salle de théâtre et dans l'espace Rachi, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus pertinent, et on aura un autre mouvement, un autre dynamisme dans la salle. C'est aussi une salle plus grande. Ça, c'est une chose, mais c'est très technique. Ce sera intéressant, je pense, pour les amateurs et de voir la différence et la différence dans la mise en scène. Mais une autre chose, oui, on a aussi échangé certaines choses parce que pour que ça sera vivant, on peut pas. Pour que ça sera vivant, on peut pas faire exactement la même chose. Oui, il faut que le texte sera vraiment vivant. Il faut que les paroles seront vivantes. C'est-à-dire qu'il faut prendre des nouvelles décisions pour rendre les choses neuves pour les acteurs. Sinon, c'est figé. Et bien sûr, la guerre. C'est-à-dire, la guerre... on a eu déjà la guerre pendant la première représentation. C'était clair qu'on va avoir une guerre. Et j'ai parlé avec les acteurs. J'ai dit, vous pensez que c'est du blabla? C'est pas du blabla. Là, on va avoir une pièce prophétique sur la Deuxième Guerre mondiale qui a été écrite en 1930. Et effectivement, plus tard, il y avait la guerre. Et là, il faut le jouer de exactement la même manière, à savoir, on aura la guerre. La guerre, c'est pas fini. C'est pas comme tu sais, cette thèse de Fukuyama, la fin de l'histoire.
et qui a été écrit jusqu'après. Je pense que c'est la fin de cette thèse. C'est la fin de cette thèse, La fin oui. de la fin de Oui, l'histoire. oui, oui, voilà. Cette idée qu'après la chute de l'Union soviétique, on n'aura plus de guerre. Et bien sûr que c'est faux. Et c'est ça que nous avons beaucoup travaillé, surtout avec l'acteur principal, Velvel Niborski, qui joue le rôle de Jacob Jacobson. Quand il parle avec le public, quand il parle avec les autres personnages de la pièce, ils doivent vraiment envisager que la guerre, c'est imminent. La guerre, c'est quelque chose qui va éclater. Et est-ce que le fait d'avoir eu une guerre qui éclate, est-ce que ça changeait Tout à fait. justement oui, l'attitude des Alors, acteurs? pour moi, ça rend la pièce encore plus importante. Nous avons eu une discussion très intéressante pendant les répétitions où, notamment, l'acteur principal, Velvel Niborski, il a dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire, là, qu'on a joué la pièce avant la guerre, ok, c'était pertinent parce que c'était avant. Là, qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est-à-dire, il y a déjà, la guerre est là. Comment on peut jouer que la guerre va éclater s'il y a déjà la guerre? Il était perturbé. Il avait l'impression que la pièce peut nécessairement être nécessairement plus faible que la réalité est beaucoup plus intensive, beaucoup plus marquée, et que peut-être là, je ne sais pas si on dit ça en français, tu sais, en hébreu, nous disons que quand les canons ils pètent et les muses se taisent, je ne sais pas, et comment on peut le Ouais, dire. bien traduit. Quand les Bien canons traduit. pètent, les muses se taisent. J'imagine que c'était aussi en hébreu traduit d'une autre langue, mais je ne connais pas la source, mais il y a ce sentiment que, voilà, au moment de la guerre, ça vaut quoi l'art? Qu'est-ce qu'on fait avec l'art quand il y a la guerre? Et c'est pas ma position. Et là, j'ai beaucoup expliqué qu'est-ce que ça veut dire, comment c'est important de comprendre l'importance de la guerre, surtout tout ce qui concerne les nuances. C'est-à-dire, la guerre a une tendance de diviser tout le monde, et diviser tout discours, et diviser chaque pensée en deux parties. Et là, c'est clair quelle partie est le parti à soutenir. Je ne veux pas faire ici aucun discours relativisant, mais je veux dire que la guerre et sa logique créent une sorte d'animosité où soit on est conscrit, soit on est ennemi. Et c'est un constat. Et chaque guerre est comme ça. La guerre divise tout le monde entre ennemis et amis. Et voilà, c'est l'art, c'est l'expression artistique, et notamment la pièce de Jacob Jacobson, qui ose à ajouter des nuances, qui ose pas relativiser les choses, pas du tout, mais qui ose à nous rappeler que la guerre, c'est aussi la folie, qu'il y a quelque chose de fou, de base, quand on prend des armes pour tuer des autres. Parfois, on n'a pas le choix. Je veux, encore une fois, pas relativiser, ni entrer ici dans ces discussions. Mhm. C'est pas une question si on, voilà. Et si Jacob Jacobson est un pacifiste, il n'est pas pacifiste. C'est pas on parle du pacifisme dans la pièce, mais c'est pas une pièce pacifiste. C'est une pièce juive. Et la position de Jacobson, c'est une position, si on veut dire, profondément humaine d'un point de vue juif. C'est-à-dire que même s'il y a la guerre, même s'il y a dans la violence, peu importe maintenant qui a raison ou s'il faut relativiser les choses ou pas, la guerre, c'est la souffrance humaine, c'est quelque chose qui va au-delà de la question de qui a tort et qui a... Ouais. Et puisqu'on parle de guerre qui, historiquement, débute et qui se termine, c'est intéressant de savoir, je ne sais pas si tu le sais, mais qu'est-ce que Zeitlin disait de la guerre après la guerre qu'il avait prédite? Est-ce qu'on le sait? On connaît, c'est-à-dire son attitude? Parce que je le demande dans le sens où
dans la pièce, je pense pas que c'est un spoiler, mais en tout cas, il y a l'idée de la répétition éternelle, qui vient de Nietzsche, sans doute. Ouais. L'idée que tout se répète à perpétuité, et que même quand on termine la guerre et on recommence à nouveau, ça va forcément basculer vers le connu. Ça va reprendre ce cycle de violence et on connaît la suite. C'est-à-dire, quand on commence une guerre, on sait qu'elle va se terminer. On sait qu'il y aura un accord de paix à la fin, que tous ces millions ou dizaines de milliers, ou peu importe la taille, seraient morts pour en arriver au début, en fait, à la case zéro. Est-ce que est-ce que ça fait partie de cette idée? Est-ce que ça a informé sa création à la suite de la Seconde Guerre mondiale, ou est-ce qu'il a changé de position? Parce que j'ajouterais seulement que pour moi, ça me semble être une position, pour ne pas dire pessimiste, peut-être un tout petit peu cynique. Dans le sens où on peut pas, on est obligé de répéter les erreurs de l'histoire. Je trouve que... Alors, moi, je connais pas assez, peut-être. J'imagine qu'on peut trouver des réactions à la guerre en soi, la Deuxième Guerre mondiale, comme guerre. Chez Zeitlin, j'imagine qu'on peut trouver, surtout dans son œuvre journalistique, mais aussi peut-être dans son œuvre poétique. Bien sûr qu'il y a... Il y a des réactions aussi dans la dramaturgie, je pense à Kenimsland. Il y a des choses, mais finalement, ce qui marque sa création après la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas la guerre, mais le génocide. C'est le génocide qui prend le focus de son œuvre. C'est clair que la question de l'anéantissement de la vie juive en Europe, le génocide est surtout, ou peut-être pas surtout, mais aussi le mort de sa famille, de son père, de son frère, de son fils, de sa femme. En fait, tous ses proches ont été assassinés à Treblinka. Et regarde dans les deux volumes de sa poésie qu'il a sortis après la guerre, il les a appelés Lieder von Groben, Lieder von Gläuben, les chansons, les poèmes de destruction, de génocide, et les poèmes de la foi. Et le génocide, c'est vraiment une thématique majeure dans sa création après la guerre. Et je pense que toute question de la répétition éternelle de la guerre, ou la question de le cynisme de l'industrie d'armes, comme on voit dans la pièce Jacob Jacobson, c'est pas pertinent d'en parler. C'est pas ça la question. La question, c'est le mal le plus grand, le non envisageable qui se produisait, la catastrophe la plus profonde qu'on peut imaginer. Et voilà. Oui, il y a son poème célèbre, c'est un court poème où un poète yiddish se promène dans un Besoilem, un cimetière juif, et il se pose la question, mais qui a besoin ces jours-ci d'un poète yiddish? Enfin, en yiddish ça veut dire juif également, mais il pose la question également, qui va l'écouter maintenant que tout le monde auquel il s'adressait avant la guerre a disparu? Et ça me mène à ma question prochaine. Alors, cette pièce, elle est jouée entièrement en yiddish, n'est-ce pas? Tout à fait. Surtitrée en français. Surtitrée en français. Mais quelles étaient les réactions, peut-être on peut commencer par ça, du public à regarder une pièce en yiddish? Parce qu'au Théâtre de l'Opprimé, ce n'était pas que les habitués de la Maison de la Culture yiddish qui venaient, il y avait le public plus général que ça. Ouais. Est-ce que c'était la première pièce yiddish montée au Théâtre de l'Opprimé? Et
est-ce qu'il y a eu des réactions à voir une pièce en yiddish à Paris ce jour-ci? Je pense que c'est pas la première fois que le yiddish monte sur la scène du théâtre de l'opprimé. Peu importe, peut-être, je ne sais pas. Et si c'est pas la première fois, c'est la deuxième. Mais c'est de toute manière la plus grande pièce. Et c'est une vraie pièce, et grande, entièrement yiddish. Et je pense que pour les gens du théâtre de l'opprimé, c'était une très 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 grande découverte, une très belle occasion. C'est difficile de le dire. Et eux, ils ont dit que c'était super et je pense qu'ils étaient très enthousiastes. Est-ce que c'était les bonnes relations entre la troupe et le théâtre, ou est-ce qu'ils pensaient vraiment qu'artistiquement ou linguistiquement ou politiquement ou je sais pas, et culturellement il y avait une porte qui s'est ouverte là? C'est difficile, il faut le demander. Et c'est une question importante et difficile ce que tu me poses, parce que il y avait des gens qui sont venus me voir et après la pièce, après les représentations, mais surtout c'était les gens pour lesquels le yiddish sur scène était déjà une évidence. C'était pas quelque chose qui était particulier ou inattendu. Mais j'ai quand même eu la bonne chance, le privilège d'avoir quelques conversations avec du public qui étaient juste là parce qu'ils ont entendu parler ou parce qu'un ami d'un ami les a amenés. Et par exemple, quelqu'un qui a dit: j'ai trouvé la pièce formidable, c'était tellement intéressant, tellement, tellement fort. Je, je ne savais pas que ça existe, la langue yiddish, je ne connaissais pas du tout. Est-ce que c'est vrai de dire que c'est un peu proche de l'allemand, de l'allemand, parce que j'ai l'impression que j'ai reconnu certains mots, mais je sais pas. Moi, je ne savais pas que ça existe, le yiddish. Et moi, j'étais très touché parce que voilà, cette personne a adoré la pièce en soi. Cette personne l'a vue, il a lu les surtitres, et il a compris de quoi il s'agit, il était touché. Et le yiddish était, voilà, une découverte, mais c'est pas une pièce qu'on peut réduire au fait qu'elle est en yiddish. C'est ça qui est très important pour moi. Et très souvent, quand je vois des films en yiddish, des séries, des, la poésie ou les concerts, je joue un sorte de jeu dans ma tête. Je me dis, et si maintenant ça sera pas en yiddish, mais en anglais ou en français? Est-ce que ça sera de la bonne art ou pas? Est-ce que le fait que c'est en yiddish, c'est pas ça qui, en fait, donne la valeur? Et si c'est le cas, qu'est-ce que c'est comme culture? Pauvre. Que même le fait d'utiliser le yiddish est assez voilà, pour que ça sera intéressant. C'est tellement pauvre, à mon avis, comme situation. Pour moi, la pièce doit être bonne, tout court. Et c'est aussi important qu'elle est en yiddish, mais elle doit être bonne, et sans... Peu importe si c'est en yiddish ou en autre langue. Et est-ce que j'ai réussi? Est-ce que nous avons réussi à faire une bonne pièce ou pas? C'est une question à poser aux spectateurs. Donc, la reprise le 22 juin au Centre Rachi. Ensuite aussi, l'année prochaine, en février, au Théâtre de l'Opprimé. Ouais. Mais il y a eu aussi de l'intérêt pour cette pièce à l'international, n'est-ce pas? Oui, peut-être. J'aimerais juste Mhm. dire qu'on peut toujours acheter des billets en allant sur le site web programme.yiddish.paris. Programme.yiddish.paris pour acheter des billets. Acheter des billets c'est la programmation culturelle de la Maison de la Culture Yiddish. Il y a là le lien pour acheter des billets pour ce spectacle. Et bien sûr, aussi plus tard, pour février, il y aura aussi là. Mais c'est pas encore ouvert. Il faut bookmarker cette il faut page. bookmarker cette page. Mettre, Voilà, c'est l'agenda culturel de la Maison de la Culture Yiddish. Et voilà, ça vaut la peine. Et maintenant, pour l'intérêt à l'international. Oui, je peux rien évoquer parce qu'il n'y a rien qui est concret, mais il y avait beaucoup d'intérêt. Là, nous avons eu la mauvaise chance de produire une nouvelle pièce en temps de Covid, parce que beaucoup de théâtres qui pourraient être intéressés, a priori, avaient vraiment fait le calcul de oui, mais 18 personnes, 12 acteurs, 3 musiciens, 3 assistants techniques. Est-ce qu'on va maintenant signer un contrat, et malgré le fait qu'on peut avoir un nouveau confinement ou
ou des restrictions de voyage? Est-ce que ça vaut la peine? Peut-être on va prendre des choses un peu plus sûres, ou plus petites, ou plus locales, et on va amener ces fous yiddish qui font des choses formidables dans un moment un peu moins hystérique. Je pense que c'est quelque chose qui a joué un rôle dans la difficulté de programmer ça à l'international, mais nous sommes toujours et à la recherche, s'il y a des auditeurs qui connaissent des théâtres, qui sont intéressés à nous aider à trouver des occasions de le jouer. Nous sommes partants, toute la troupe veut jouer. Et nous avons aussi quelques pistes très concrètes. Voilà, je peux évoquer, et en Europe surtout. Je ne veux pas évoquer parce que ce n'est pas encore concrétisé. Mais voilà, ça c'est notre cible, hein, c'est notre but. On veut jouer. Et je prends aussi l'occasion, puisque j'étais ici, pas au studio, mais ailleurs, et pour te poser des questions un peu plus générales sur la Maison de la Culture Yiddish. C'était quelques années assez difficiles, confinement, etc. Et on termine maintenant une année de programmation. Il y aura l'université d'été au mois d'août à Berlin, Oui. dont Gilles Rosier a fait, sur lequel Gilles Rosier a fait une émission il y a quelques mois. Et alors, quoi de neuf à la Maison de la Culture Yiddish? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre l'année prochaine? Ouais. Je te pose la question en tant que directeur. Bien sûr. Alors là, c'est la fin de notre année scolaire. Et c'est vrai que pendant l'été, on aura l'université d'été à Berlin. Et je propose aussi aux auditeurs qui sont intéressés à aller en août à Berlin pour l'université d'été d'aller sur yiddishberlin.com. Yiddishberlin. Yiddishberlin.com? Non. Cette fois, c'est Yiddish Berlin dans un mot. Yiddish Berlin. .com. www.yiddishberlin.com. Yiddishberlin.com. Voilà. L'autre, c'est programme.yiddish.paris. Et là, c'est yiddishberlin.com. Ok. Trop de villes, là. Il ne faut pas me confondre non plus. Mais voilà. Paris-Berlin. Le yiddish ne peut pas être restreint à une ville. C'est le Yiddishland. Et voilà, ça sera une très grande université d'été, hybride, c'est-à-dire à la fois en présentiel et sur Zoom. On aura les classes mélangées avec l'équipement et hybride qui va nous permettre d'avoir des étudiants chez soi et chez nous en présentiel. Et c'est un programme très, très bien préparé en ce qui concerne la programmation culturelle. Nous avons un bel partenariat avec le musée juif de Berlin et avec un cinéma local et qui se spécialise pour le cinéma de l'Europe d'Est. Et là, la thématique, pour répondre aussi à ta question, la thématique de l'université d'été, qui est aussi la thématique de la rentrée. En fait, on va déjà commencer avec ça là en juin. Si vous vous êtes intéressé, allez sur programme.yiddish.paris pour découvrir. La thématique sera l'anniversaire du 12 août 1952. C'est la date à laquelle les intellectuels yiddish en Union soviétique ont été assassinés. C'est le comité antifasciste soviétique et les juifs qui ont mené une vraie bataille intellectuelle pour l'Union soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et vraiment l'élite intellectuelle, les écrivains, les grands écrivains aussi, et des journalistes, des intellectuels qui ont été exécutés. 13 personnes qui ont été exécutées le 12 août 1952. Là, on est en 2022, c'est-à-dire 70 ans. Et là, on va marquer cet anniversaire à Berlin. C'est aussi intéressant de le marquer à Berlin parce que beaucoup de ces écrivains ont eu aussi un arrêt ou une station de leur vie, dans leur biographie, à Berlin, juste avant leur départ à l'Union soviétique, c'est-à-dire dans les années 20. Et nous commençons ce programme à la Maison de la Culture Yiddish déjà ici en juin. On aura la suite à Berlin, aussi en partenariat avec notamment la musée juif de Berlin. Et plus tard, on va continuer
cette saison culturelle ici à Paris, et, et avec des séminaires, des conférences, des tables rondes, et à la rentrée. Donc la commémoration du 12 août 52. Et- mais justement, Jacobson, c'est un peu la fête de la vitalité aussi, dans la pièce elle-même. Oui. Ça prédit un avenir assez noir, assez triste, pessimiste. Mais la pièce elle-même est pleine de joie, pleine d'humour, d'une joie de vivre. Euh, Est-ce que dans le monde culturel yiddish, on a beaucoup de commémorations, bien sûr. Euh, mais euh, qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans la maison de la culture yiddish ou ailleurs est-ce qu'il y a d'autres programmes, d'autres projets en cours de création originale ou d'adaptation, enfin de la mise en avant de cette joie, justement, comme tu as dit tout à l'heure, que Jacob Jacobson montre que le yiddish, c'est pas que du shtetl, que du vieux monde, mais une manière aussi à repenser la nôtre. Bien sûr. Peut-être quand je parlais de la saison culturelle dédiée à la culture yiddish soviétique, j'étais un peu trop sombre parce que voilà, c'est l'occasion de la commémoration le 12 août 1952, mais la manière dans laquelle la maison de la culture yiddish fête ou célèbre ou marque les anniversaires est toujours avec un grand focus sur la création et sur la vie, même si on parle voilà, des récits assez tristes, c'est la vie qui nous intéresse. Là, récemment, nous avons par exemple commémoré, encore une fois, le soulèvement du ghetto de Varsovie en jouant une petite pièce, un dialogue théâtral drôlicisme qui a été écrit en yiddish et dans le ghetto de Varsovie et joué devant un grand public, autour d'un millier de spectateurs dans le ghetto. Et voilà, nous avons eu des moments où le public a rigolé parce que voilà, la culture, même dans une commémoration, ce qui nous intéresse, c'est de montrer la richesse, la vie, la littérature. C'est ça qui nous intéresse, c'est ça qu'on met en valeur. Et bien sûr aussi pour les écrivains soviétiques, l'idée n'est pas seulement de parler de la fin de cette histoire ou de la fin de leur vie, bien sûr aussi, c'est important, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est célébrer leur littérature, leur création, et ce sera ça les axes de l'exposition et saison culturelle dédiée à ces écrivains. Et à la rentrée, on aura aussi une mini-saison dédiée à l'écrivain, poète et traducteur de la Bible, Yehoyesh, et aussi et à l'occasion, je pense, de oui, 100 ans de l'anniversaire de sa mort. Encore, sa mort, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il a fait, pas le fait qu'il est mort. Ça, c'est seulement une occasion de célébrer un auteur. Siba le Messiba, comme on dit en hébreu. Une raison pour une fête. Une raison pour une fête, voilà. Ça, c'est Yehoyesh. On aura des conférences, et une soirée de lecture de la Bible en 3 langues, le hébreu, yiddish et français, avec la musique. Et voilà, c'est quelque chose que moi je vais organiser. Je suis très content. Et on prépare aussi pour l'hiver déjà le marathon yiddish. Nous avons eu déjà deux éditions du marathon. C'était en Grèce. Un marathon. Et non, pas loin. Mais le marathon, oui, c'était vraiment pour attirer les gens. Mais l'idée, c'est vraiment une semaine en Grèce et seulement yiddish, les familles et les individus qui parlent yiddish. Et on fait tout en yiddish, peu importe ce que. Voilà, on peut faire le yoga ou parler de superconductors, je sais pas comment on dit ça. Surconducteur, je sais pas. Et en yiddish, comment on dirait? Voilà, j'ai oublié, mais il y a quelqu'un qui a fait une conférence, je sais pas si c'était. Mais voilà, on parle de tout, on fait tout et en yiddish et c'est formidable. Nous avons eu 2 fois et après nous avons eu 2 années sans ce marathon à cause de Covid. Et là, nous avons vraiment l'occasion de refaire ça. Ça sera l'hiver et décembre, janvier.
c'est-à-dire le Nouvel An et 2022-2023. Et la Kinderschule nous prépare aussi une très belle reprise à septembre. Et la Kinderschule, c'est le jardin d'enfants de la Maison de la Culture Yiddish. Et une journée d'ouverture pour les enfants avec beaucoup d'activités artistiques et ludiques pour toute la famille. Et nous préparons toujours de nouveaux projets d'édition. Là, il y a un grand livre qui est en préparation sur l'humour juif, un livre qui s'appelle Ashmeichel Atog, un sourire chaque jour. Et c'est un calendrier, comme à l'époque, on le fait toujours, et quand on tourne les pages pour marquer les jours de l'année. Et sur chaque page, ça ne sera pas seulement des blagues traditionnelles, mais des caricatures, des anecdotes yiddishistes, mais légères, pour montrer la légèreté, et aussi pour créer un objet qui est un peu moins lourd, ou moins, je sais pas comment le dire, quelque chose de léger, quelque chose qui peut être aussi un cadeau, quelque chose qui peut être sympathique, une belle découverte, et bien sûr tout en traduction aussi. Alors ça sera en yiddish, en français, avec beaucoup des images. Et c'est un livre qui est préparé par Nadia Dehan-Rothschild, et qui animait aussi à l'époque des émissions ici sur radio. Sur Yiddish. Excellent, donc plein de belles choses à la Maison de la Culture Yiddish. Je rappelle donc la reprise de Jacob Jacobson à l'Espace Rachi le 22 juin. Les billets sont disponibles sur le site web programme.yiddish.paris. Et je te souhaite, Tal, et au Träum Theater une excellente représentation. Merci, Shachar. Un excellent été, une excellente université d'été. Ouais. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Tal Heber Chibowski. Merci beaucoup, Shachar. Et merci à vous, nos auditeurs. Et je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt. Au revoir. Alle tanzen jetzt der Duet. Kille a Freilach. Kille nu geher hop, 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 hop. Das ganze Leben hat der Welt die Popkille. Nu lo mir gehen a tanzen, wie lang es los ich noch. Ai, 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 geht, das so geht. Lo mir alle tanzen, du in der Rhythm. Ai, 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 geht, das so geht. Mädel nehmen a Bocher en tanz mit ihm. Nu mir alle tanzen, jetzt der Duet. Hopkille, Freilach Hopkille. Geher hop, 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 hop. Das ganze Leben hat der Welt nie Popkille. Das ganze Leben ist doch nicht mehr wie ein Tanz.